Bonjour à toutes et à tous. On est réunis ici pour revenir sur la catastrophe de Livraisol qui a eu lieu sur la métropole de Rouen, plus précisément la commune de Petit-Quevilly. Je suis Cyril Moreau, qui sera l'animateur de cet atelier. À l'époque, j'étais vice-président en charge des risques industriels à la métropole, même si ce n'est pas grand-chose dans les faits. Rappeler quand même quelques éléments de contexte avant de présenter les intervenants. C'est la deuxième fois que cette usine connaît une catastrophe. 6 ans auparavant, on a eu un accident moins grave, mais qui tout de suite ne marqua le temps qui s'était senti jusqu'à Lyon. À l'époque, d'ailleurs, Delphi était ministre de l'écologie et son retour d'expérience sera précieux. Et malheureusement, on a pu constater que l'État n'a pas tenu les leçons de la première catastrophe. D'un point de vue factuel, ce site qui a réouvert, donc en mémoire, on a 9500 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé, qui ont créé un effet cocktail avec un panache qui s'est étendu, qui faisait 22 km et qui s'est étendu sur des centaines de kilomètres ensuite. L'usine a réouvert par arrêté préfectoral le 19 décembre. De toute façon, on n'avait pas trop le choix puisque dans le monde, l'actionnaire principal avait déclaré que si l'État a une autorisation administrative avant la fin de l'année, on ferme l'usine. On a découvert d'ailleurs par la suite que le contrôle des lignes de production avait été fait a posteriori. Et à ce jour, je finirai là-dessus, il n'y a toujours aucun suivi sanitaire de la population qui a été mis en place par l'État. Donc nous avons 4 intervenants qui vont intervenir. Tout d'abord, Simon Carvalho, citoyen, résident à Rouen, mais qui était tout droit sous le panache, et qui va nous expliquer comment, en tant que citoyen, comment on vit ce type de catastrophe et quels sont ensuite les moteurs de la mobilisation qui ont amené à créer un collectif et une association de sinistrés. Ensuite, Delphine Bateau, qui est aujourd'hui députée, mais qui, lors de la première catastrophe en 2013, était ministre. Donc, ce sera intéressant de voir comment on vit aussi de l'intérieur du système de l'État ce type de catastrophe. Et peut-être également nous apporter un éclairage sur quel est l'impact ou non, même si on a une idée, de l'affaiblissement du droit à l'environnement sur la survenue de ce type de catastrophe. Ensuite, c'est dans l'ordre, on aura Laura Slimani, qui est adjointe au maire de Rouen, en charge de la démocratie. Alors, quel est le rapport avec la démocratie? Et justement, on se rend compte que dans la gouvernance des risques industriels, le tête-à-tête entre l'État et les industriels n'est pas satisfaisant et qu'il est quand même urgent que les citoyens puissent s'approprier ce type de sujet et peser sur le débat. Enfin, on a Philippe Chamaret qui est directeur de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer, autre territoire industriel qui heureusement n'a pas connu ce type de catastrophe, mais qui par le passé a subi plusieurs décisions autoritaires de l'État d'implantation de sites industriels dangereux, et ce territoire a décidé de se prendre en main et de créer un outil d'observation pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les autorités et avec les industriels. Voilà, voici très rapidement le sujet. Donc Simon, je te passe le micro en rappelant qu'on a 5 à 7 minutes par intervenant. Au total, ça fait une demi-heure. Vous pouvez laisser tout le temps pour poser quelques questions. Et toutes les 5 minutes, je vous ferai un petit signe avec Charlotte pour vous rappeler que le temps est bientôt écoulé. Donc Simon, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis censé vous expliquer exactement tout ce que nous avons fait depuis un an en 5-7 minutes, mais ça va être un peu short. Du coup, on s'est dit avec l'équipe, c'est de dire exactement qu'est-ce qui reste à faire pour que cette usine puisse être condamnée et réellement condamnée. Parce que ces entreprises, ils ne comprennent que l'argent. Il n'y a que par l'argent qu'ils pourront effectivement peut-être bouger leur ligne. Cette usine a été condamnée à 4 000 € d'amende, alors qu'elle fait 6,3 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est vraiment dérisoire. Limite, c'est, comment dirais-je, une motivation pour l'industriel de continuer à polluer. Et des années plus tard, arrive cette catastrophe. Donc nous, le but de cette association, nous sommes des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui se sont constitués donc, autour d'une association de victimes, parce que pour l'État, avec cette catastrophe, il n'y a pas de victimes. Il y a 0 victime.
passé, il n'y a rien à voir. Donc nous, notre travail, il y a 10 000 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé. L'objectif de notre association aujourd'hui, il est juridique, donc c'est une bataille judiciaire. Il faut charger la mule. Il faut absolument que cet industriel soit condamné et lourdement pour que le message puisse être envoyé aux autres industriels. Donc c'est toute la France qui est concernée, parce que des catastrophes industrielles, il y en a partout. Donc c'est une question nationale. Et nous, à Rouen, on part justement sur cette ligne directrice. Il faut condamner lourdement cette usine, parce que, donc tu l'as rappelé, il n'y a pas de suivi sanitaire, aussi incroyable que ça puisse paraître. Pas de suivi sanitaire, pas de preuves. Donc ça veut dire que ces usines continueront à nous polluer tout le temps, à nous créer des cancers, à mettre notre vie vraiment dans une catastrophe incroyable. Donc notre travail, c'est un travail de fond. On joue contre la montre parce que, évidemment, il va y avoir une décision de justice. Et si on ne veut pas qu'elle soit condamnée à 4 000 € d'amende, eh bien, il va falloir mettre un gros dossier juridique. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous, en tant qu'association de victimes, on n'a pas d'argent. Donc on demande à nos pouvoirs publics, aux collectivités de nous aider pour pouvoir faire des analyses, des prélèvements, et pour pouvoir effectivement démontrer qu'il y a un avant et un après Lubrizol. Que cette pollution, c'est pas comme ils veulent nous faire croire, c'est une pollution qui est déjà existante, que ces 10 000 tonnes de produits chimiques n'ont rien changé. Alors que c'est faux. On a eu d'énormes problèmes de santé, encore aujourd'hui. Les odeurs persistent, la pollution persiste, les problèmes de santé persistent, et l'État ignore. L'État collabore avec ses industriels. C'est leurs premiers avocats. On a vu défiler des ministres, défendre l'industriel. Et nous, le peuple, on est laissé pour compte. C'est à nous de nous battre, donc de se mobiliser pour que justement la vérité éclate. Donc sans nos mobilisations, sans notre travail, sans nos actions, je pense que Lubrizol, ce serait une affaire qui serait déjà éteinte. Il est indispensable aujourd'hui que les citoyens montent au front et fassent en sorte que justement il y ait ce contrepoids, une sorte de garde-fou, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer du doigt et pointer du doigt justement ce qui ne va pas. Et dans cette affaire, elle est incroyable, hein. On se fait intoxiquer, on se fait polluer. Et puis, on a l'État qui passe et qui dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, on va faire un suivi sanitaire. Et puis, le temps passe et évidemment, on oublie, on passe à autre chose. Donc, c'est lamentable. Hein. Ça montre vraiment dans quelle société on est. C'est-à-dire que l'industriel dirige, l'État, il n'a aucune force, il ne voit que l'argent. Donc, pour que ça change, il faut les condamner lourdement, juridiquement. Maintenant, elle est là. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, il est là. Si nous, on a les moyens de prouver qu'on a été intoxiqué, les moyens de prouver quelle est la nature des produits qui ont brûlé, on pourra effectivement donner à la justice le pouvoir de pouvoir bien sanctionner ces usines. Et puis évidemment que nous sommes regardés par tous les industriels. Les industriels nous ont observés de très loin. Ils se sont dit, tiens, ils se sont fait empoisonner. On a empoisonné leurs terres, leurs rivières. Voyons comment réagit la population. Est-ce qu'elle va se taire? Est-ce qu'elle va rester à rien dire? Non, on se soulève. On aimerait un vrai investissement politique, des gens politiques. C'est-à-dire que pour parler, il y a du monde, mais pour vraiment s'investir sur le terrain et dénoncer et agir, il y a peu de monde. C'est-à-dire que vraiment, alors que c'est un problème qui concerne tout le monde. L'eau qu'on boit, les légumes qu'on mange, l'air qu'on respire, je veux dire, tout ça, ça concerne tout le monde. Donc, aujourd'hui, ma présence, et je remercie Cyril de nous avoir invités, de nous donner la parole, c'est ça justement. C'est-à-dire que le nerf de la guerre va être juridique. Il va falloir des fonds, de l'argent, et on en a besoin. Voilà, pour pouvoir faire des prélèvements, des analyses, et pour prouver qu'il y a bien eu une pollution, une énorme pollution, et condamner lourdement cette entreprise. Lourdement parce qu'il faut que le message passe auprès de toutes ces industries, de ces usines. Voilà, merci de m'avoir écouté.
côté de suite, c'est dur de passer après Simon. Oui, c'est ça, on a chacun le vôtre. D'accord. Donc il y a vous deux qui avez le droit d'échanger vos virus. Bon. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Je commencerai par rappeler cette déclaration d'Emmanuel Macron. À Lubrizol, il n'y a pas eu de défaillance de l'État. C'est un mensonge. Et en fait, la première remarque que je voulais faire, c'est qu'on a dans la gestion de cette catastrophe les mêmes mécanismes que ceux qu'on a vus à l'œuvre au début de la pandémie de Covid. La relativisation du risque, l'infantilisation des citoyens, nous on sait, c'est pas la peine de vous inquiéter, etc. Et la volonté de rassurer à tout prix, y compris par le mensonge, y compris en édulcorant, etc. Jusqu'à ce que sur le Covid, il soit contraint par la masse des informations, la réalité de l'expression scientifique, etc., de commencer à changer un petit peu de braquet. En matière de santé environnementale, on n'a pas l'équivalent du conseil scientifique qui a été créé par rapport à la pandémie de Covid. Alors, pour répondre à la question de Cyril, en fait, effectivement, en 2013, on a déjà un incident grave qui n'est pas comparable avec l'incendie de septembre 2019, ni dans son ampleur, ni dans ses conséquences, mais qui a mis à jour déjà exactement les mêmes mécanismes que ceux que l'on revoit en 2019. À la fois dans le comportement de l'exploitant, c'est-à-dire de Lubrizol, et dans le comportement de l'État. Relativisation, vous inquiétez pas, ça va être réglé, etc. etc. Et les leçons, moi j'avais constaté, si vous voulez, un nombre de dysfonctionnements tels qu'un rapport d'inspection avait été commandé, et quand on lit les conclusions du rapport d'inspection de 2013, ben, en fait on a la même chose que tout ce qui s'est repassé en 2019. Sur l'alerte des citoyens, sur la transparence sur les produits chimiques et sur les composants qui sont dans l'atmosphère, sur la gestion de crise, sur la méthode de communication qui doit être celle des pouvoirs publics dans une situation comme celle-ci. Il y a une seule méthode de communication valable, c'est pas de dire vous inquiétez pas, c'est pas toxique, etc. C'est de dire voilà ce qui a brûlé, voilà les informations sur les relevés qu'on a faits, etc. en toute transparence et de façon constante. Donc il y a une faute de l'État dans cette affaire de Lubrizol, et en fait plus le temps a passé, plus des nouveaux rapports d'enquête sont sortis, il y a une procédure judiciaire lourde maintenant qui est en cause, plus on voit, si vous voulez, un déficit en fait de contrôle et de surveillance, une complaisance, ce que j'avais appelé la raison d'État industrielle dans la surveillance du site, qui est accablante en fait, qui est véritablement accablante. Et les mécanismes que ça met à jour vont au-delà de la question de la politique de ce gouvernement-là. On peut même dire que ça se serait probablement passé, y compris les déclarations, etc., sous n'importe quel gouvernement. Parce que ce qu'il y a derrière, et c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est trois choses qui me paraissent fondamentales. Un, la négation des enjeux de santé environnementale. Il faut bien avoir à l'esprit que toutes les règles du jeu aujourd'hui en matière de sécurité industrielle sont basées sur le risque létal et sur ce qu'on appelle la toxicité aiguë. C'est-à-dire que tout le mode de raisonnement des services de l'État, des services sanitaires, etc., est basé sur le fait qu'il y ait des morts ou des blessés graves. Tout ce qui est pollution à long terme, produits chimiques qui vous fileraient un cancer dans 40 ans, etc., c'est en dehors des écrans radars, ce n'est pas intégré dans le raisonnement. Et donc quand en fait vous avez un Premier ministre ou un ministre de la Santé qui dit « ben non, c'est pas toxique », la question, si vous voulez, dans leur mode de raisonnement, c'est est-ce qu'il y a des morts là maintenant? Est-ce qu'il y a des gens à l'hôpital gravement blessés là maintenant? En fait, tout le mode de raisonnement est basé notamment sur l'accident d'AZF, c'est-à-dire sur un risque d'explosion, premièrement. Donc la négation des enjeux de santé environnementale qu'on connaît sur d'autres sujets, les pesticides, etc., on les retrouve là. Deuxièmement, le fait que les questions de sécurité, d'écologie, ne sont pas considérées comme une question de sécurité, ne sont pas considérées comme un enjeu régalien.
le fait que l'eau ne soit pas polluée, l'air ne soit pas pollué, etc., ne sont pas considérés comme des enjeux de sécurité de la population. Le dernier, c'est les mécanismes de la Ve République, de verticalité de l'État, dans lesquels l'État s'enferme dans des certitudes, dans des discours infantilisants, etc. Et la dernière chose que je voulais souligner pour nous, les écologistes, c'est à quel point, parce que j'ai beaucoup milité pour que cet atelier se tienne, à quel point, en fait, cette question de la justice environnementale, de la santé environnementale est une question de justice sociale majeure. C'est la question de l'écologie pour tous. Parce que qui vit à côté des sites industriels? Les 2,3 millions d'habitants en France qui habitent à côté des sites Céveso, c'est les habitants des US. Où est-ce qu'on a mis les sites industriels? Où est-ce qu'on a mis les cités? On les a mis, tout ça, dans les mêmes espaces territoriaux. D'ailleurs, Simon pourra y revenir dans le débat parce qu'il s'est passé des choses intéressantes à Rouen de ce point de vue-là. C'est une question de justice territoriale, de justice sociale absolument majeure, et c'est un moyen pour nous aussi de construire l'écologie populaire, de faire de ces questions de santé environnementale un élément majeur de nos combats. On voit que l'État n'est pas forcément l'acteur le mieux à même d'accompagner les territoires dans ce type de situation. Qu'est-ce que nous, à l'échelle locale, on pourrait prendre éventuellement comme initiative pour faire entendre le lobby citoyen? Oui, merci Cyril et Delphine du coup d'avoir aussi insisté pour que cet atelier se tienne. C'est pour nous Rouennais extrêmement important qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé le 26 septembre dernier, il y a quasiment un an, et finalement quasiment rien n'a changé depuis un an. La situation est presque revenue à la normale puisque l'usine a repris son activité. On sent quand même de temps en temps des odeurs qui nous rappellent cette catastrophe, et d'ailleurs l'État nous a bien fait comprendre que c'est un petit peu nous qui étions, on va dire, douillets, et que c'était juste des odeurs pas très agréables, mais que finalement ça n'était pas toxique. Or on sait bien pourquoi les odeurs sont là, c'est aussi des mécanismes qui nous permettent de détecter notamment des dangers pour notre santé. Bref, rien n'a changé donc depuis un an. Pourquoi? Mais parce que ça a bien été évoqué juste avant, l'État n'est pas plus garant de l'intérêt général dans ce cas précis, mais d'intérêt privé. Et c'est ce que Delphine évoquait à l'instant. Et d'un modèle à bout de souffle, d'un modèle qui détruit notre environnement, qui met notre santé en danger. Et donc l'État aujourd'hui défend ce modèle, puisqu'on voit par exemple qu'il ne défend pas d'autres industries sur notre territoire qui par contre, elles, contribuent par exemple le recyclage. Je pense à Chapelle Darblay, qui est une usine qui est en train de fermer, en tout cas qui est en grande difficulté sur notre territoire. Et donc c'est une question de sécurité, de santé environnementale, mais c'est aussi évidemment une question démocratique, éminemment démocratique, puisqu'on voit bien que les décisions de l'État sont prises contre l'avis des collectivités, en l'occurrence sur la réouverture de cette usine, et puis bien sûr contre les alertes des citoyens et des citoyennes et leurs demandes en matière aussi de reconnaissance des préjudices subis, des conséquences de cette catastrophe. Alors que faire par rapport à cela d'un point de vue démocratique? Donc 3 éléments. Le premier, et ça c'est pas vraiment dans la capacité des collectivités de le faire elles-mêmes, mais il me semble qu'il y a un enjeu de décentralisation aussi et de partage de la décision. J'ai entendu que le président de la République souhaitait faire une nouvelle réforme de la décentralisation, encore une. Peut-être que cette fois-ci, ça pourrait permettre de favoriser davantage de codécision et de cogestion avec les représentants de la population locale, c'est-à-dire les élus locaux, notamment sur ces questions de sécurité industrielle et de santé environnementale. Deuxième élément, la question des conflits d'intérêts au niveau local. Il me semble qu'on parle beaucoup de grandes affaires de conflits d'intérêts à l'échelle nationale, de conflits, d'affaires politico-financières. On en parle assez peu à l'échelle locale. Or, les conflits d'intérêts, ils peuvent être énormes à l'échelle locale sur dans l'industrie, par exemple, du bâtiment, mais aussi, évidemment, dans le domaine industriel. Petite anecdote, vous ne savez peut-être pas, mais la ville de Rouen est jumelée avec une ville aux États-Unis. Cette ville, c'est Cleveland. Et qu'est-ce qu'il y a à Cleveland? Le siège social de Lubrizol. Donc ça donne un peu aussi une idée. Ce n'est pas uniquement l'État qui fautif, c'est aussi parfois un système et des collectivités qui finalement, parce qu'elles ont besoin aussi de cette industrie pour l'emploi, pour l'économie, pour favoriser aussi parfois certains projets, pour financer certains projets, eh bien elles ne sont pas aussi exigeantes qu'elles devraient l'être d'un point de vue démocratique et donc aussi du
du point de vue de la sécurité des habitants. Et là, c'est un rappel cinglant qui nous a été fait de ce point de vue-là au moment de cette catastrophe, et nous nous battrons en tant qu'écologistes. Moi je suis membre de Génération, mais pour que cette question ne soit plus passée sous silence sur le mandat qui s'ouvre actuellement. Et puis la troisième réponse, c'est le réarmement citoyen. Alors j'aime pas vraiment cette notion de réarmement, mais en tout cas c'est de reprise en main citoyenne de ces questions de sécurité environnementale, de sécurité industrielle, de santé environnementale. Et nous, la réponse qu'on a commencé à construire, mais elle est en cours de construction, c'est la création d'un conseil citoyen qui aura, et là c'est vrai que j'ai hâte d'entendre aussi la contribution de mon voisin sur l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, puisque notre objectif c'est de pouvoir permettre aux citoyens de créer et de construire leurs propres expertises, leurs propres contre-expertises aussi, vis-à-vis en matière de sécurité industrielle, en matière de santé environnementale, en matière de grands projets d'aménagement du territoire, parce qu'on voit bien qu'il y a une défiance énorme et elle est justifiée vis-à-vis de l'expertise qui est aujourd'hui dans les mains soit de l'État, qui l'utilise pour justifier ses propres projets, et donc y compris quand ce sont des projets qui sont écocides et qui ne vont pas dans le sens qui est souhaité par les citoyens de ce territoire, et aussi cette recherche, elle est aujourd'hui accaparée par le secteur privé de manière extrêmement forte. Et c'est pas uniquement la question industrielle, mais c'est aussi la question par exemple agroalimentaire et agricole qui se joue de ce point de vue-là. Et donc voilà, notre idée c'est de donner les moyens aux citoyens de créer une contre-expertise, et donc en s'appuyant évidemment sur des chercheurs, sur des scientifiques, sur des associations, sur leur expertise d'usage de citoyens, pour pouvoir eh bien, apporter des savoirs et des connaissances dans ce débat public. Parce que le savoir, c'est aussi le pouvoir. Et on voit bien aujourd'hui que quand on n'est pas en capacité de démontrer cette pollution qui a eu lieu forcément le 26, 27, 28 septembre et bien après dans l'air à Rouen et probablement dans nos sols, eh ben on est en incapacité ensuite de justifier le préjudice qui a été subi par les citoyens rouennais, et donc de justifier aussi potentiellement le fait que cette usine ne puisse pas et ne doive pas réouvrir, ce qui est aujourd'hui notre position à Rouen, puisque pour nous c'est une usine voyou et nous ne souhaitons pas qu'elle continue d'exister sur notre territoire, au-delà du fait qu'elle est aussi représentante d'un modèle industriel qui pour nous doit se transformer et doit évoluer fortement. Donc voilà, notre idée c'est finalement de répondre à une double tendance. D'un côté, la défiance citoyenne vis-à-vis de l'expertise d'État, qui est justifiée d'un certain point de vue, mais aussi parfois qui mène à la théorie du complot et à des formes de défiance finalement qui sont parfois injustifiées. Mais on voit bien qu'il y a peut-être de tels conflits d'intérêts qu'il y a une forme de défiance qui s'installe aujourd'hui, donc on veut combattre cette défiance-là d'un côté, et puis de l'autre, eh bien, cet accaparement par les pouvoirs privés de ces connaissances finalement qui doivent permettre de mettre en œuvre des décisions qui doivent être aujourd'hui plus objectives et qui ne doivent pas être complètement perverties par des lobbies finalement qui aujourd'hui ne défendent que leurs intérêts. Donc face à ces lobbies qui pervertissent le jeu démocratique, nous on souhaite créer un véritable lobby citoyen et on va y travailler dans les semaines qui viennent sur sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs, son indépendance aussi vis-à-vis du conseil municipal et des collectivités, parce que c'est aussi un enjeu qui est important si on veut être vraiment en capacité de faire vivre cette démocratie, de ne pas en faire juste un faire-valoir de décisions d'élus de l'État ou du secteur privé. Voilà, merci. Donc la travaux pratiques, Yves Chamaret, explique-nous quel type d'outils peut se doter un territoire pour pouvoir justement contribuer à créer un lobby citoyen. Alors, c'est parfait, moi je ne sais pas. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. C'est vrai que vos interventions résonnent beaucoup sur ce territoire et très certainement dans l'esprit des Phocéens et même des Dunkerquois, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais enfin des habitants de Dunkerque, pardon, évidemment, de Gonfreville-Lorcher, de Faisin et même Chamonix, pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est des contextes un peu différents, parce que là, vous parlez d'un accident et donc de risque industriel majeur. À Fos-sur-Mer, c'est effectivement un risque environnemental, donc c'est plus sur les maladies dont vous parliez. Alors, je vais prendre une minute pour
pour reparler un peu du contexte de Fos. Donc Fos-sur-Mer, c'est une zone industrielle de 10 000 hectares qui a été créée dans les années 70 suite à une décision unilatérale de l'État. Il fallait reconstruire la France. Et donc sur ces 10 000 hectares, ça crée un contexte de multi-exposition à des polluants de toute nature. Donc ça, au début des années 70 jusque dans les années 2000, ça a plus ou moins fonctionné. Il y a eu des initiatives qui ont été relativement positives, c'est-à-dire la création du premier secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, il y a 3 pays. Donc aujourd'hui, il y en a un par région. Il y a eu aussi la première ASCA, c'est-à-dire des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Genre, on a Air Paris, Fer Normand, voilà. Donc, mais la première, c'était quand même Air Faubep sur l'étang de Berre. Donc il y a eu comme ça des initiatives qui étaient extrêmement fortes à l'époque et qui prouvent quand même que dans les années 70, il y avait quand même une conscience du fait que l'activité industrielle pouvait créer des effets néfastes pour la santé et donc qu'il fallait s'en occuper. Alors malheureusement, ces initiatives et ces innovations, je pense qu'on peut le dire, n'ont pas été traduites dans la réglementation. Petit exemple, on ne mesure pas jusqu'à aujourd'hui les particules ultra fines, dont Cyril parlait tout à l'heure, alors que ce type de particules est ultra majoritaire au voisinage de ces installations. On ne s'occupe pas de la multi-exposition atmosphérique, alors que, effectivement, que ce soit en ville et même dans des territoires ruraux ou en zone industrielle, on est confronté à une exposition à des tas de polluants. Donc, que font ces polluants et quels sont les effets de mélange? Les transferts, enfin j'en passe, c'est les meilleurs, et notamment les effets sur la santé, parce que eh bien en 2000, il n'y avait toujours pas d'études de santé qui avaient été conduites et initiées par l'État, une étude de santé in situ sur le territoire de Fos-sur-Mer, alors que, je rappelle, 10 000 hectares d'activités industrielles qui sont extrêmement positives sur effectivement la culture, le monde de cinéma, etc. Ça apporte des bénéfices, mais aussi énormément d'inconvénients. Alors, donc, je parlais du début des années 2000. Pourquoi? Parce que à cette époque, il y a eu 2 dossiers qui sont apparus. Un dossier qui concernait un incinérateur d'ordures ménagères de la ville de Marseille qui devait s'installer à Fos-sur-Mer, qui s'est installé d'ailleurs, et puis un autre projet qui était controversé de terminal méthanier qui s'est aussi installé. Et ces 2 projets ont fait l'effet en fait, d'un accident dans la prise de conscience des citoyens et des élus sur quel est l'effet sur la santé de ce type d'activité. Et les élus étaient bien en peine de répondre, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance. Donc c'est là où les élus de ce territoire, qui étaient la ville de Fos-sur-Mer et l'ensemble de son intercommunalité, qui est aujourd'hui la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc ce territoire s'est doté d'un organisme chargé d'étudier l'effet des pollutions sur la santé. Et ils ont confié cette mission à un groupe d'acteurs, donc un groupe de citoyens, un groupe composé de représentants associatifs, de médecins, de chercheurs scientifiques et de cadres territoriaux. Et on s'est fondé sur 3 principes. Le premier qui est que l'ensemble des études de l'Institut concerne tous les milieux naturels de façon intégrée. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier l'air, puis la mer, puis les sols, etc. Non, on s'occupe des transferts, on s'occupe des interfaces, on s'occupe de tout ce qui se passe quand un polluant est émis jusqu'à ce que le polluant soit dans notre organisme ou dans l'organisme d'autres animaux. Le deuxième principe, c'est d'associer systématiquement la santé à ces études environnementales. À chaque fois qu'on fait une étude environnementale ou d'écotoxicologie, on va voir systématiquement comment ça débouche sur des questions de santé. Et le troisième principe, évidemment, c'était d'impliquer les citoyens au processus de recherche et en
dès le départ, en regroupant les volontaires et les gens qui étaient dans ce combat anti-incinération, et en créant un observatoire citoyen de l'environnement, grâce d'ailleurs au ministère de l'époque, à travers le programme Repère. Je fais un peu la promotion parce que je pense que c'est une super initiative qui a été prise là. Et cet observatoire citoyen de l'environnement regroupe ces citoyens qui sont formés, qui sont équipés et qui surtout nous accompagnent dans l'image du territoire, dans qu'est-ce que le territoire se pose comme question, quelles sont les interrogations, et pour assurer à l'Institut éco-citoyen en fait de ne jamais survoler et de ne jamais aller comme toute expertise dans les cieux insondables, mais de rester constamment sur la question citoyenne et sur le vécu de ces territoires. Et donc ça nous amène en fait à soit répondre directement aux citoyens, soit de conduire de nouvelles études après des échanges qui sont pas faciles, qui sont très certainement très longs, mais des échanges quand même entre les citoyens et les chercheurs scientifiques. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps. Donc il nous reste à peu près 20 minutes, donc on n'est pas revenu sur la catastrophe, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui a brûlé, etc. Vous avez compris que l'objectif de cet atelier était de mettre l'accent sur le fait que le système actuellement de cogestion entre les industriels et l'État arrive au bout du système. À Rouen, on a déjà eu 2 catastrophes sur le site de Lubrizol. On ne voudrait pas qu'il y ait une troisième, et aujourd'hui, on n'a pas de garantie qu'il n'y aura pas une troisième catastrophe sur le site de Lubrizol. Donc le message d'aujourd'hui était de dire qu'il faut absolument qu'on se réapproprie, nous, citoyens, ces questions-là, pour faire pression, pour donner la force aux pouvoirs publics locaux, et que les pouvoirs publics locaux pouvaient agir, même si ce n'était pas leur domaine de compétence, avec l'exemple typique de Fos-sur-Mer. Donc on a 20 minutes, si vous voulez, pour prendre quelques questions et peut-être pour revenir sur des sujets qui n'ont pas été abordés. C'est Charlotte qui est là, qui va prendre un micro. Je ne sais pas s'il fonctionne celui-ci. Il fonctionne. C'est à droite. C'est un peu désagréable, mais c'est moi qui vais garder le micro. Oui, bonjour, j'avais une question, peut-être pour Delphine Bateau, mais tout le monde est évidemment bienvenu pour répondre. Est-ce qu'il y a aussi un sujet, c'est vraiment une question complètement ouverte, je n'ai pas du tout le début de réponse, est-ce qu'il y a un problème de moyens également, si l'État veut conserver cette fonction-là et ne pas la donner finalement aux collectivités, ou même s'il choisit à terme de la décentraliser, déconcentrer, est-ce qu'il y a un sujet de moyens pour suivre, pour mettre à jour toutes ces données également, ces réseaux, toutes les ICPE? On voit qu'il y a un retard, pour information, je suis dans le bâtiment immobilier depuis 8 ans, à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a une ICPE, en fait il y en a 4 quoi. Je veux dire, dès qu'on commence à creuser, y compris dans des choses comme la RATP, comme des grands acteurs publics, il y a un suivi qui est quand même souvent en retard. Donc moi je me pose la question des moyens, est-ce que c'est un sujet ou pas? Alors oui, bien sûr, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on est là, le ministère de l'écologie, t'inquiète pas, je le ramasserai, ça ne tombera pas plus bas. Le ministère de l'écologie est celui qui a subi 15 000 suppressions de postes en une succession de RGPP, modernisation des politiques publiques, etc. De quelles compétences on se prive? Des ingénieurs, des techniciens. Et donc en fait, la logique qui est à l'œuvre dans l'affaiblissement de l'État, c'est une logique de perte de compétences. Or, par exemple, la sécurité des sites industriels, s'y connaître en chimie, envisager les réactions de produits qui peuvent intervenir, des risques explosifs, etc. Tout ça, c'est une sacrée technicité. Et par exemple, le rapport d'inspection dont je parlais sur l'accident de 2013 pointait le fait que le directeur adjoint et l'autre directeur adjoint de l'Adréal, aucun n'avait de compétences particulières en matière de risque technologique. Bon. Et pourtant, ce sont les personnes qui étaient, et je ne veux pas les pointer du doigt, eux, c'est le système que je mets en cause, moi. Était affectée à l'Adréal, qui est une de celles qui gère le plus de sites industriels de France. Donc oui, il y a une question de moyens humains. Mais il y a surtout et beaucoup aussi une question de culture et la question de savoir si quand un inspecteur de l'Adréal
fait un procès-verbal rapportant une irrégularité ou une illégalité dans un site industriel, le préfet lui donne l'ordre de ne pas le transmettre au parquet ou le réécrire. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire, là, cette année de Lubrizol. Il y a eu une intervention sur un des procès-verbaux de l'Adréal. Et c'est là qu'on voit la mécanique à l'œuvre de ce qu'on appelle la simplification du droit de l'environnement, la préfectoralisation des DREAL, puisque auparavant vous aviez un ministère de l'écologie qui était organisé, on va dire plutôt, alors là pour le coup sur ces compétences-là, au niveau central. La logique de préfectoralisation, c'est en fait de mettre dans les mains du préfet, qui lui-même est au contact des élus locaux et donc au contact du chantage à l'emploi, du fait qu'il faudrait qu'on n'aime pas trop les enquiquiner. Non, mais vraiment, vous êtes sûr que ça pose un risque, ça, vous voulez pas revoir un peu l'étude de danger? Ah, ils n'ont pas respecté les délais sur la nouvelle étude. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, il y a un problème qui est un problème politique. Et de ce point de vue-là, les signaux qui ont été donnés par les gouvernements successifs dans la période récente, et ce sont des signaux de réduction de la réglementation ICPE, d'affaiblissement des exigences, etc. Et donc quand vous êtes un fonctionnaire de l'État chargé d'appliquer la réglementation, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il se passe du désengagement professionnel. Vous n'allez pas aller chercher les emmerdes. Le ministère de l'écologie est celui où il y a le plus de burn-out. Parce qu'en fait, quand vous croyez à votre métier, que vous êtes un agent de la police des sites industriels, que vous êtes un agent, c'est valable aussi pour la police de l'eau, la police de la chasse, tout ce que vous voulez, et qu'en fait, vous n'êtes jamais suivi par votre hiérarchie, et que si vous êtes un enquiquineur, vous allez avoir des emmerdes, etc. Moi, j'ai été une enquiquineuse, on m'a viré. Bon. C'est comme ça, vous êtes placardisé, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et il faut aujourd'hui construire la logique exactement inverse. C'est-à-dire d'avoir un État qui assume ses prérogatives, qui va chercher les compétences techniques et qui soutient ses agents. Et qui leur donne carte blanche pour assumer une mission qui est de protéger la santé des gens et de protéger aussi la santé de l'environnement, parce que une des phrases les plus spectaculaires dans l'épisode de l'incendie de Lubrizol, c'est quand le préfet est interrogé sur les conséquences pour la faune et la flore et qui répond « la pluie fera le nécessaire ». Vous voyez le niveau de méconnaissance, en fait, des enjeux écologiques quand on fait une réponse pareille. Il devrait. Non, je voulais juste ajouter, parce que j'ai pas envie d'avoir été mal comprise sur la question de la décentralisation. Je ne pense surtout pas qu'il faille que ce soit les collectivités qui aient en charge ces enjeux de sécurité industrielle et de santé environnementale. Par contre, je crois vraiment dans la co-décision, la co-gestion et le partage, parce que plus on partagera l'information et la décision, plus on limitera les risques de conflit d'intérêts et des mécanismes qui ont été décrits là. C'est le principe de la transparence. Finalement, plus il y a de la transparence, moins il y a quand même de risques de conflit d'intérêts, et plus il y a de partage, plus l'État devra finalement redevenir le garant de l'intérêt général. L'objectif, c'est pas de le déposséder, mais de le forcer à redevenir garant de l'intérêt général et du coup faire tout ce que Delphine vient d'expliquer. C'est pas trop long, mais deux brefs compléments. Premièrement, deux inspecteurs de l'Adréal nous ont dit pendant la période de la crise qu'ils avaient été accueillis à Rouen, où on leur avait dit qu'en aucun cas l'environnement devait être une entrave à l'activité économique. Donc vous voyez, votre hiérarchie vous dit ça, ça aide pas. Et deuxièmement, rappelez quand même que, alors qu'il y a eu une enquête judiciaire en cours pour identifier les origines de la catastrophe, le directeur d'Adréal s'est cru bon, la commission d'enquête sénatoriale où il aurait dû invoquer le devoir de réserve. Une question, qu'est-ce que vous pensez de l'origine qui pourrait être une intrusion, en disant mais oui, tout à fait, c'est une question tout à fait probable. Et d'ailleurs, il y a une multiplication des intrusions sur les sites industriels. Je rappelle quand même que c'était la position de l'industriel pour se dédouaner de toute responsabilité. C'est le directeur d'Adréal qui est en train de mener des investigations qui dit ça devant les caméras, donc ça nous rassure sur l'objectivité de l'instruction qui est en cours. Il y a une main qui s'est levée pour poser une question. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était une autre question sur... Allez-y. Oui, c'était une question assez simple, mais est-ce que les collectivités territoriales, enfin les villes notamment,
est-ce qu'elles ont une compétence, enfin, quelle est leur compétence en matière d'installation des sites industriels? Alors, les maires ont plus de compétences que les intercommunalités. Ils n'existent pas dans le dispositif de sécurité industrielle alors qu'on gère les transports en commun, l'eau, tout un tas de trucs. Mais ce sont des auxiliaires de l'État. Dans l'absolu, le préfet prend la main sur les services municipaux et pour ce qui est des procédures d'autorisation, vous avez tout un tas de structures. On a vu que pour la réouverture de l'usine par arrêté préfectoral le 19 décembre, les élus ont voté contre. Mais l'ensemble du vote contre des élus et des associations n'a pas pesé puisque l'État et les industriels ont la majorité dans les instances décisionnelles. C'est pour ça que je parle de cogestion industrielle État. Les autres acteurs sont là pour faire joli. Donc en fait, c'est quasiment nul. D'où la nécessité de se doter d'outils qui permettent de créer un peu de transparence, et peut-être que Philippe va compléter, et de dire non, monsieur le préfet, on n'est pas d'accord avec vous. Oui, alors effectivement, les collectivités ont tout pouvoir par rapport au suivi. C'est-à-dire que le maire est quand même responsable de la sécurité de ses citoyens avant tout. Donc s'il considère, lui, qu'une activité a un impact, peut avoir un risque majeur qu'il n'est pas maîtrisé, il peut prendre toute disposition pour en référer justement au préfet qui va devoir répondre sur ce sujet-là. Donc, mais avant ça, il faudrait qu'ils connaissent la situation, qu'ils connaissent la réalité du terrain. Et c'est vrai que quand on est sur des risques environnementaux ou du risque un peu spécifique, il faut que les maires ou les présidents d'intercommunalités s'entourent d'une expertise suffisamment proche pour pouvoir décider, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'aide à la décision, c'est comme ça. D'autres questions sinon? Oui. Oui, pardon, je suis arrivée un petit peu en retard, mais je voulais d'abord dire ma compassion et puis ma profonde tristesse et aussi ma colère par rapport à ces accidents. Lubrizol qui m'avait beaucoup, même si j'habite à l'opposé, à l'autre bout de la France, ça m'avait bouleversé, et puis Beyrouth encore il n'y a pas longtemps. Donc sur la question des risques majeurs, et je viens de voir, alors ma question c'est donc plein de villes ont évidemment des produits de ce type, donc les accidents potentiels sont réels sur toute la France. On a connu Céveso, on a connu plein de choses, mais bon, on a aussi beaucoup oublié. Je viens dans ma messagerie, j'ai reçu un message qui dit que le plan post-Lubrizol, donc mené par le ministère de l'écologie, lance une des consultations du 19 août au 9 septembre, donc c'est tout de suite maintenant, pour s'interroger notamment sur le renforcement des prescriptions pour le stockage de liquides inflammables. Donc est-ce que vous en savez plus? Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est un moyen de prendre au sérieux ce problème de risque de stockage et ensuite les conséquences des accidents? Voilà, merci beaucoup. Mais juste quand même de rappeler en tac à tac que l'État n'a toujours pas engagé de suivi sanitaire du territoire. C'est pour répondre sur le sérieux de ce type de dispositif et de la communication. Pour mémoire, alors ça a été réclamé à corps et à cri, d'ailleurs même la ministre de la Santé en avait évoqué, on n'a pas créé de registre sanitaire du statut de la catastrophe pour avoir un suivi de ce qui se passe. On a tenu à l'écart les médecins généralistes et l'État avait décidé de faire une seule chose, une enquête qualitative, pour voir un peu comment ça se passe. Vous allez bien, tout se passe bien, voilà. Et il y avait prévu de le faire 1 an après la catastrophe. Vous imaginez, 1 an après, là les gens ils vont répondre Covid. Donc par rapport à ce que propose de faire l'État, c'est pas sérieux là. Ce qui est sérieux, c'est à un moment donné, ce qu'a dit Delphine, c'est de se préoccuper des risques de cancer sur le long terme sur le territoire. C'est deux temporalités et deux choses différentes. Oui, mais bien sûr, mais c'est pour vous dire que l'État va faire de la communication. Il y a un objet qui apparaît dans l'espace public, et pour montrer qu'il est actif, il prend une initiative sur le territoire pour dire regardez, on se préoccupe des choses sérieuses, mais dans l'absolu, il n'a strictement rien fait sur le sujet majeur. Quels sont les risques pour la population du territoire de la métropole et au-delà, tous ceux qui sont touchés par le panache, par rapport au risque de cancer. Et ça, il a mis ça sur le tapis.
Oui, puis au-delà de cela, on va d'abord faire une consultation sur ce sujet entre le 19 août et le 8 septembre. Enfin, je vois pas quelle est l'urgence, quoi. Ça fait 1 an qu'on attend, donc bon, on peut peut-être attendre que les vacances soient terminées aussi, que les gens soient rentrés et pas faire ça en catimini. Ce qui montre bien, effectivement, probablement le peu de cas qui est accordé à cette notion de consultation. Et l'enjeu, encore une fois, c'est la mise en application de ces contrôles qui aujourd'hui n'est pas suffisante, et en plus lorsqu'elle l'est, elle n'est pas suivie des faits. Donc je pense que ça renvoie aussi à tout ce que pouvait dire Delphine auparavant, mais après ça n'empêche pas effectivement qu'il y a probablement oui, des enjeux importants de ce point de vue-là, mais encore une fois, c'est quelle est la capacité aussi des citoyens à se saisir de ce type de consultation et de concertation. Et je pense aussi aux enquêtes publiques finalement, quand on n'a pas la capacité justement de mener ces expertises et de s'appuyer sur de la recherche scientifique et sur des connaissances précises, on peut utiliser ces consultations pour râler, pour dire notre mécontentement, mais on ne sera jamais pris autant au sérieux que tel ou tel scientifique et tel papier qui sera produit par des experts reconnus et donc qui vont guider ensuite l'action publique. Donc ça renvoie aussi à la capacité à s'inscrire dans ce type de consultation pour les citoyens que nous souhaitons appuyer aussi par le Conseil citoyen justement. Une question. Déjà, merci pour l'organisation de cet atelier qui me semble important. J'avais une question plus dans le concret. Politiquement, quelle suite il faut donner à cette affaire et quelle bataille est à mener, et puis comment mener cette bataille, quoi. Alors, je vais répondre. Politiquement, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un petit frère de l'Institut éco-citoyen qui nous permette d'être à armes égales avec les acteurs du secteur et d'aider les citoyens comme celle de Simon à gauche à pouvoir mener leur action. Et c'est à partir du moment où on pourra poser des actes judiciaires et produire de la donnée que l'on pourra dire à des industriels et à l'État non. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. La première chose à faire, c'est de ne pas accepter le zapping. Zapping médiatique. C'est-à-dire une actualité chasse l'autre et puis on oublie. Donc c'est de ne pas laisser tomber les victimes et de ne pas laisser tomber le territoire de Rouen. Et donc de poursuivre le suivi de ce combat, de ce qui implique aussi pour d'autres territoires. Par exemple, je sais que dans les élections municipales, beaucoup de nos listes dans de nombreux territoires ont porté dans les programmes municipaux la question de la sécurité, du site industriel, de la santé environnementale, etc. Donc très concrètement, les associations qui se battent sur le terrain, elles ont besoin de soutien. Elles sont confrontées à des difficultés aujourd'hui de moyens, d'accès aux procédures judiciaires, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur le plan parlementaire. Puisque, alors là, pour le coup, de façon transpartisane, il y a quand même un rapport de la commission d'enquête du Sénat qui est autrement plus intéressant que celui de la mission d'information à la va-vite qui a été faite à l'Assemblée nationale, contrôlée par la majorité, sur le thème un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et je sais que les sénateurs sont déterminés à obtenir un changement de législation, parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit, si vous voulez, impose que les industriels soient plus dans les CODERS, qu'il y ait un contrôle citoyen, qu'il y ait un renforcement des prérogatives de l'État, mais aussi la question des moyens qui a été évoquée, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que les sites industriels vieillissent. Les sites industriels vieillissent et en même temps, les contrôles sont affaiblis. Donc on a des statistiques aujourd'hui spectaculaires sur l'augmentation du nombre d'incidents et d'accidents au cours de la période récente. Donc c'est un enjeu qu'on doit porter, et j'ajoute, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure aussi sur cette dimension politique pour nous les écologistes, parce que derrière, il y a une question qui est une question de justice sociale lourde. Voilà. Qui défend les habitants de Fos-sur-Mer et de l'étang de Berre? Qui défend les habitants des Hugues qui sont juste à côté? Voilà, ça doit être nous. Ça doit être nous, et on doit porter ça à la fois sur le terrain et à l'échelle nationale. Donc la toute dernière question, c'est le monsieur qui je voudrais poser une question sur les enquêtes publiques, parce que pourquoi les enquêtes publiques ne sont pas renouvelées régulièrement? C'est-à-dire qu'il y a une enquête publique au moment d'une installation. Par exemple, actuellement au Havre, il y a une pseudo-centrale biomasse qui est en train de s'installer, mais il y a eu une enquête publique. Elle est à côté de l'usine Yara,
qui est, elle, hyper dangereuse et classée Céveso. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on n'a pas une deuxième enquête publique après 20 ans ou après 30 ans. C'est-à-dire qu'on ait un système qui, un système de surveillance qui permette aux gens de réintervenir. En fait, c'est une très bonne question qui renvoie en fait à la durée d'autorisation d'installation. On n'a pas de mécanisme comparable à celui existant pour les centrales nucléaires, même si ce n'est pas forcément la référence, qui donne une durée déterminée qui oblige à refaire des procédures d'enquête publique. Mais sur les enquêtes publiques, je rappelle que dans une période récente, des commissaires enquêteurs qui faisaient bien leur boulot se sont fait virer. Donc il y a aussi, si vous voulez, aujourd'hui à l'œuvre dans le droit de l'environnement de façon générale, une tendance à mettre de côté tous les gêneurs qui prennent à cœur des procédures telles que celles de l'enquête publique et les mènent sérieusement. Il reste 1 minute. Ouais, ok, donc je fais juste 20 secondes pour répondre à Étienne aussi sur sa question autour de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et je pense que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, là, et ces 3 jours, c'est extrêmement important. Et il me semble que la question de la conquête du pouvoir aussi par des forces politiques qui auront à cœur de défendre l'intérêt général, de défendre la question environnementale, de défendre la justice sociale et la question démocratique, là, aujourd'hui, dans les territoires, mais aussi dans toutes les échéances qui viennent, ça doit être aussi une partie de la réponse. Et c'est nécessairement une partie de la réponse, et je suis extrêmement contente de participer aussi aujourd'hui avec Génération à ces journées d'été. Merci. Le temps qui nous est attribué est arrivé à son terme. Merci beaucoup aux intervenantes et aux intervenants de participation. Merci de votre présence et à la prochaine.